on a eu l'impression qu'on s'approchait d'enfin de la rentabilité, peut-être un petit peu plus vite. Donc, ça a été formidable et en même temps difficile aussi parce que nos partenaires numéro 1, et c'est pas que des partenaires, c'est vraiment les copains, quoi. C'est de voir les Emmaüs fermés. Pendant cette période, ça a été terrible. Donc, un côté très ambivalent de se réjouir que ça fonctionne aussi bien en ligne et en même temps vraiment désespérant pour les espaces de vente et voire même très anxiogène. On a eu peur que beaucoup ferment à ce moment-là. Heureusement, voilà, la solidarité nationale envers Emmaüs et la solidarité interne dans ce mouvement a vraiment fonctionné. Donc, aucun Emmaüs n'a fermé. Et puis, ça s'est retourné. Tous ces rêves qu'on avait en 2020 finalement d'être rentable plus vite, de pouvoir du coup se développer plus vite, on a eu un coup de frein terrible. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Économie circulaire, seconde main, consommation durable sont des termes de plus en plus utilisés. Nous le constatons tous, plus que jamais, la notion de commerce durable s'inscrit dans une réalité de l'écosystème retail e-commerce. Et c'est le sujet de ce nouvel épisode. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir une nouvelle fois Maud Sarda, la directrice et cofondatrice de Label Emmaüs, la marketplace éponyme de la célèbre association fondée par l'abbé Pierre. Je précise que je reçois Maud une nouvelle fois car Maud, tu es déjà venue et il y a presque 2 ans nous présenter Label Emmaüs. Cela ne m'empêchera pas de faire une petite piqûre de rappel. Lancée en 2016, la plateforme Label Emmaüs est la première plateforme solidaire en ligne. C'est le pari qu'a fait Emmaüs, celui d'exister en son nom propre avec ses valeurs dans le paysage du e-commerce. L'objectif est de devenir la boutique en ligne des 500 espaces de vente Emmaüs et plus largement de l'économie sociale et solidaire. Maud nous en dira plus tout à l'heure car le développement et la croissance de Label Emmaüs se sont beaucoup accéléré ces dernières années. Comme d'habitude, nous allons profiter de notre invité pour parler marché et analyser comment la seconde main le structure. Nous irons du côté consommateur pour voir dans quelle mesure il s'engage dans ce mode de consommation et également côté vendeur, au pluriel, pour comprendre comment l'offre évolue. Nous poursuivrons avec la proposition de valeur de Label Emmaüs. Celle-ci est bien plus singulière qu'un e-commerçant standard, car il y a un côté engagé et presque militant ici. Enfin, nous ferons un point sur la relation client, la data, l'acquisition, la fidélisation, les réseaux sociaux et plus généralement sur la prise de parole de la marque. Mais avant de commencer, Maud, peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour Cyril, merci beaucoup de cette nouvelle invitation. Très heureuse d'être ici. Je suis donc directrice effectivement et cofondatrice de Label Emmaüs. C'est une structure autonome juridiquement, donc je suis un peu une gérante finalement. Alors on n'utilise pas trop le terme CIO nous forcément dans l'univers où on gravite, mais dans les faits c'est ça. Ouais, on peut même dire allez, c'est une spin-off d'Emmaüs. Oui, disons, on peut le dire. C'est un peu ça. C'est un véhicule qui a la forme qu'il a pour rendre service finalement à
à la mission initiale d'Emmaüs. Tout à fait, c'est pour porter les valeurs du mouvement Emmaüs sur le web. Ça, c'est vraiment la promesse originelle de Label Emmaüs. Et puis, c'est vrai que chemin faisant, on a aussi développé notre propre vision avec nos propres missions d'insertion sur le web et en s'ouvrant largement à l'économie sociale et solidaire. Tu vas revenir sur tout ça, mais toi, Maud, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, si tu as un profil plutôt commercial, ingénieur, quel est le parcours en quelques mots, qui t'a mené en 2016 à prendre les responsabilités que tu as aujourd'hui? Alors, j'ai plutôt un profil commercial. J'ai fait une école de commerce. J'étais à l'EDEC. Il y a de ça maintenant un petit moment. 20 ans. Et après l'EDEC, j'ai travaillé chez Accenture, cabinet de conseil, pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, j'ai bifurqué, comme on dit aujourd'hui. J'ai déserté. Bon, c'est pas tout à fait ça, puisque c'était un chemin qui s'est construit progressivement et mûrement réfléchi. Ça faisait bien longtemps que je savais que je voulais aller vers l'impact. On parlait pas trop d'impact à l'époque. Quand tu prends cette décision de quitter Accenture, on est globalement dans quelle année? C'était il y a... Alors en 2009, je pars avec la fondation Accenture en mission de mécénat de compétences pendant 1 année. Donc je suis toujours salariée d'Accenture, mais je suis mise à disposition, puisque Accenture fait du mécénat de compétences depuis bien longtemps. Pour rappeler ce que c'est que le mécénat de compétences, c'est mettre les compétences des salariés d'Accenture à disposition d'une association, d'un projet à impact, c'est ça? Tout à fait, et ils font quand même environ 5000 jours hommes par an, donc c'est énorme. C'est énorme, ouais. Mise à disposition du secteur associatif à impact. Moi, à l'époque, je passe quasiment 1 année à l'agence nouvelle des solidarités actives. Donc l'ANSA a été créée par Martin Hirsch et par Benoît Genuini, l'ancien directeur d'Accenture France. Une rencontre un peu improbable qui s'est faite dans un avion. Et ensemble, ils ont eu envie d'inventer quelque chose qui à l'époque n'existait pas trop en France, beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, autour de l'expérimentation sociale, l'innovation sociale. Et donc l'ANSA, c'était et c'est toujours une espèce de laboratoire des politiques sociales, et ensemble ils vont finalement expérimenter le RSA sur certains territoires, avant que ce soit évidemment une loi, parce que Martin Hirsch est au gouvernement pour la mettre en place. Donc toi, c'est là où tu fais cette année de mécénat. Voilà, oui, c'est dans ce contexte-là. Alors, à ce moment-là, le RSA, ça y est en train de se déployer partout. Donc, pendant cette année, je suis beaucoup au contact des collectivités locales, notamment en Meurthe-et-Moselle, et je les aide, comme les autres, on va dire, consultants de l'ANSA, c'est un peu une position de consultant, à mettre en place les nouvelles politiques sociales, à les évaluer aussi, beaucoup. Et je découvre tout le secteur de l'insertion. L'insertion par l'activité économique, l'IAE, qui est un pan assez conséquent de l'économie sociale et solidaire. Et ça me plaît beaucoup, ça m'intéresse énormément, parce qu'il y a vraiment ce modèle économique qui est au cœur de l'action sociale. On peut dire que c'est 1 année d'apprentissage pour toi? C'est une année de découverte totale de ce qu'est de ce que sont les politiques sociales en France, le tissu associatif. Moi, j'avais eu un peu d'expérience plutôt dans l'humanitaire, dans le développement durable, avec des missions à Madagascar, ou aussi un mémoire de fin d'études que j'ai écrit en Inde sur le microcrédit. Voilà, donc j'avais plutôt cette connaissance-là. J'avais été aussi présidente de l'association humanitaire de l'EDEC pendant 2 ans. Donc c'est plutôt vers ça au début que je pensais aller finalement à la sortie de mes études. J'ai été ramenée à un principe de réalité financier, de rembourser tout simplement mes études. Voilà, donc Accenture a été un choix de raison initialement que je ne regrette absolument pas. Je suis sûre que c'était les premières graines qui se sont semées pour Label Emmaüs. Évidemment, j'ai appris la gestion de projet déjà, et la gestion de projet informatique en particulier. Donc heureusement que j'ai fait ce choix de raison. Heureusement que je me suis endettée finalement. Mais c'est sûr qu'une fois l'endettement passé, j'ai eu envie de revenir très rapidement à mes premières
mes premiers amours. Donc c'est comme ça que je suis partie à la découverte du monde de l'économie sociale et solidaire, des politiques sociales en France. Alors l'aspect, on va dire, institutionnel, un peu politique, des collectivités locales, ça m'a pas passionné. C'est important que tu le précises, parce que c'est vrai qu'il y a ces deux dimensions, l'aspect peut-être public et l'aspect privé, je sais pas si c'est le bon mot pour le définir, mais associatif, c'est-à-dire qui dépend pas d'une organisation publique. Et là, on voit que ça peut être très différent, c'est ça ? Voilà, l'insertion finalement est un peu hybride. Puisque une entreprise d'insertion, comme Label Emmaüs d'ailleurs, puisque c'est une entreprise d'insertion, on est financé à hauteur de 20% par les subventions publiques. Donc c'est important, ça fait partie de l'équilibre économique de la structure, mais c'est pas essentiel. On a quand même 80% qui est assuré par notre propre activité économique. Ça, c'est vrai pour Label Emmaüs ou c'est vrai pour tout le monde associatif ? C'est en général vrai pour ce qu'on appelle une entreprise d'insertion. Ouais. Pour un chantier d'insertion, on est plutôt autour de 60-70% de subventions, mais on n'adresse pas les mêmes besoins sociaux. Un chantier d'insertion va faire travailler des personnes sur des contrats un petit peu plus limités en semaine. Un chantier d'insertion, alors par exemple, il y en a un peut-être que pas mal de Parisiens connaissent, c'est Emmaüs Défi. Emmaüs Défi est un chantier d'insertion dans le 19e arrondissement. Donc, ils vont faire une activité d'Emmaüs classique, ils vont recevoir des dons, ils vont les trier, ils vont les revendre dans un espace de vente. Les personnes qui vont y travailler sont des salariés en insertion, mais ils vont avoir des contrats plus limités que 35 heures. Ils vont faire 20 heures, 22, 24 heures, parce que ce sont des personnes plus éloignées de l'emploi et qui ont besoin d'un rythme plus adapté à leurs problématiques sociales. Voilà, et petit à petit, elles vont cheminer et on va les amener vers, évidemment, un volume de travail proche des 35 heures et ensuite pour être en capacité de rebondir dans l'économie classique, comme on dit. Okay. Tandis que Label Emmaüs, une entreprise d'insertion, nous, les salariés sont à 35 heures. On fonctionne vraiment comme une entreprise classique. Après, ces salariés, s'ils sont en insertion et si on reçoit des subventions pour les accompagner, les faire travailler, évidemment, c'est qu'ils ont aussi des problématiques qui leur manquent encore un petit marchepied et on est là pour leur donner. Ok, merci pour cette précision-là. Pour bien comprendre, donc, grâce à Accenture, tu rentres dans la découverte du monde solidaire associatif. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est ce que j'ai retenu. La suite, elle s'écrit comment ? Enfin, c'est quoi finalement le passage à Emmaüs ? Ouais. Alors, c'est une rencontre. Comme souvent. C'est la rencontre avec celui qui allait devenir mon responsable à Emmaüs France. Donc Emmaüs France, c'est la tête de réseau du mouvement du mouvement Emmaüs. Il y a 300 structures juridiques chez Emmaüs. C'est très particulier. C'est pas du tout une association centralisée avec un siège social et puis ensuite des antennes sur le terrain qui obéissent aux décisions du siège. C'est plus protéiforme. C'est tout l'inverse. C'est extrêmement décentralisé. Donc voilà, 300 structures juridiques autonomes les unes des autres, 300 associations, mais aussi coopératives. Il n'y a pas que des associations. La preuve, Label Emmaüs, c'est une coopérative fiscalisée, une entreprise d'insertion, et ça fait partie des 300 structures Emmaüs. Et à Emmaüs France, on va avoir un siège avec 70 personnes à peu près, quand il y a 30 000 personnes sur le terrain. Ouais. Et ces 70 personnes, elles sont là pour mettre de l'huile dans les rouages, pour faire de l'échange de pratiques, pour soutenir les structures sur le terrain, dans leur quotidien, aussi pour être une force de lobbying et voilà, d'avoir un vrai plaidoyer au niveau national, cohérent, unique. Donc moi, je rencontre un des directeurs adjoints, finalement, d'Emmaüs France lors d'un atelier thématique. Et il me raconte un petit peu ce qu'est Emmaüs. Et là, c'est vrai que je tombe absolument amoureuse de ce mouvement dans ses propos. Ça semble cocher un peu toutes les cases, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension économique qui pour moi est essentielle. Je n'aurais pas pu travailler dans un secteur caritatif. Je me suis partout
retrouver dans ce rapport avec les personnes, notamment dans les missions humanitaires. Donc voilà, cette dimension économique, du coup avec l'économie, il y a quoi? Il y a aussi l'indépendance. L'indépendance financière, ça assure une indépendance de prise de parole, de plaidoyer, ça assure aussi une indépendance dans l'accueil des personnes. C'est tellement important, encore plus aujourd'hui. Chez Emmaüs, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de papier, par exemple, dans des communautés. Pourquoi on arrive à faire ça? Parce que évidemment, on ne demande de l'argent à personne. Les communautés sont complètement, pour le coup, autonomes financièrement. Pas de privé, pas de public. Ouais, c'est important de rappeler effectivement ce fondement de base dans le fonctionnement d'Emmaüs au sens général, c'est cette autonomie financière générée par le business de la seconde main. Tout à fait. Alors, elle repose sur une générosité des Français historique. Ouais, bien sûr. Évidemment, si les Français ne donnaient plus de produits, d'objets à Emmaüs, alors tout s'effondrerait. Bien sûr. Et c'est évidemment un peu le risque qui est aujourd'hui face à nous. Puisque la seconde main est largement marchandisée. On va y venir. Donc, tu fais cette rencontre. Comment s'appelle cette personne que tu as rencontrée? Gilles Ducassé. Voilà, Gilles Ducassé. Et Gilles me parle de tout ça. Et donc, moi, ça me fascine. Et je lui dis, écoute, s'il y a une opportunité, moi, je suis là. Je franchis le pas. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un poste qui se crée justement à ce moment-là. Tu rentres chez Emmaüs et tu es un des rouages qui permet justement de faire fonctionner l'organisation au sens large. On est en quelle année là? 2010 On est en 2010. 2010. Et mes fonctions sont vraiment auprès des structures d'insertion du mouvement Emmaüs. Donc c'est une petite centaine de structures. Il y a le relais par exemple. Parfois on n'associe pas forcément le relais à Emmaüs, mais le relais, donc les bornes de vêtements qu'on va trouver un petit peu partout, c'est quand même 2000 salariés en France. Et c'est né d'une communauté Emmaüs. Et ça fait partie du mouvement Emmaüs. Donc ce sont une trentaine d'entreprises d'insertion en France. Beaucoup de chantiers d'insertion, toutes ces structures-là, je passe mon temps à aller les voir, je sillonne la France et je découvre des coins vraiment cachés, parce qu'Emmaüs s'est aussi beaucoup développé dans les endroits où malheureusement l'emploi s'est effondré, où la misère sociale a grandi au fur et à mesure des années, et c'est vrai que je découvre une autre France aussi que je ne connaissais pas. Donc ça t'ouvre les yeux. Et alors là, ce que je voudrais te faire dire, c'est comment le projet Label Emmaüs naît, comment il est porté, et est-ce que ça a été une évidence dès le départ? Parce qu'il faut bien quand même se remettre en tête, tout le monde connaît Emmaüs, probablement beaucoup de monde s'est déjà rendu dans des centres Emmaüs, soit pour donner, soit pour chiner. On voit le côté très opérationnel, très concret du fonctionnement. On voit les personnes en réinsertion, les salariés d'Emmaüs qui sont là. Et en fait, s'appuyer sur cette organisation, cette réalité opérationnelle pour faire du business sur Internet, on voit qu'il y a un côté grand écart qui est pas forcément évident. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le cheminement qui a été mené. Et est-ce que ça a été une évidence? Alors, ce qui était une évidence, c'est qu'il fallait faire quelque chose. Ça oui. Quand en 2015, je me lance sur une étude exploratoire, finalement, à l'époque, ça commençait comme ça. Moi, j'ai plutôt proposé mes services, entre guillemets, au conseil d'administration, puisque tout le monde parlait de vente en ligne, c'était le serpent de mer. On avait bien conscience à Emmaüs qu'il fallait faire quelque chose. Amazon existait déjà depuis 20 ans, Le Bon Coin depuis 10 ans. Il était urgent de réagir et que nous aussi, on ait une existence en ligne. Une fois qu'on dit ça, maintenant, il y a tout à faire. Donc, moi, j'ai proposé au conseil d'administration de commencer par prendre le temps, pendant une année, de vraiment bien regarder ce marché qu'on ne connaissait absolument pas, pour lesquels on n'avait aucune compétence, mais vraiment aucune, si ce n'est, et c'est pas rien, la connaissance de l'objet.
la notoriété extrêmement installée d'Emmaüs, voilà, et puis un gisement énorme de produits à mettre en ligne. Il y avait des fondamentaux qui étaient là, mais c'est vrai que informatiquement parlant, numériquement parlant, il y a un fossé qui est gigantesque. Effectivement, toute personne qui est allée chiner chez Emmaüs, je pense, peut s'en rendre compte. Alors, les personnes qui gravitent chez Emmaüs, évidemment, il y en a beaucoup pour qui c'est difficile d'imaginer pouvoir demain gérer une boutique en ligne. Mais là-dessus, on a trouvé finalement pas si difficilement que ça plein de personnes qui en étaient tout à fait capables. Et ça n'a pas été le plus difficile de cette aventure que de former des personnes à la vente en ligne avec des outils adaptés. Et voilà. Et ça s'est fait finalement vite. La preuve, on a très très rapidement eu des taux de satisfaction client très élevés. Donc ça montre que les personnes ont maîtrisé rapidement l'activité. Contrairement à des idées reçues, je pense, aussi bien en externe qu'en interne. Il y avait plein de gens chez Emmaüs qui étaient persuadés que les compagnons n'étaient pas du tout capables de faire ce travail. Mais alors, ce projet, vous le montez avec qui déjà parce qu'on comprend que c'est toi qui va peut-être diriger les opérations du déploiement du projet. Comment on embarque les réticents? Comment on fait est-ce que tout le monde est dès le départ d'accord pour dire on va s'appuyer sur les différentes communautés et on va mettre les compagnons au service du projet? J'ai bien envie de comprendre comment... C'est là qu'on va retrouver le côté un peu spin-off. Disons que c'était impossible de mener un projet comme ça avec un échelon national où on doit embarquer tout le monde. Franchement, on y serait encore, je pense, 6 ans plus tard. Donc, on a vraiment réfléchi en mode pilote, projet pilote. On a cherché, j'ai cherché dans un premier temps, et puis des personnes m'ont rejoint petit à petit à partir de 2016, quand on a commencé vraiment à constituer l'équipe. Mais pendant une première année, en tout cas en 2015, j'ai cherché des personnes, des ambassadeurs, des ambassadrices sur lesquelles m'appuyer et qui allaient vraiment convaincre avec moi le conseil d'administration pour se lancer. Donc, j'ai réuni un comité de pilotage tout simplement pendant une année, et dans ce comité de pilotage, ce qui a été une des clés du succès dans le fait de réussir à convaincre, c'est qu'il y avait aussi bien des compagnons que des bénévoles, que des gens du siège, que des gens du terrain. Et finalement, une fois qu'on a eu notre concept ficelé de marketplace, et ça, je pense que quand même le concept a aidé à convaincre. C'est important. Il fallait trouver ce concept-là. Que tu le précises, parce que c'est la clé finalement. Vu l'extérieur, c'est comme ça que je l'interprète, et tu me diras si je me trompe. Le fait que vous ayez réussi à fédérer un maximum de gens, et puis surtout à avoir l'accord de la tête entre guillemets d'Emmaüs, c'est parce que avec ce concept de marketplace, vous disiez aux 500 centres Emmaüs, c'est ça, voilà ce qu'on fait. Si vous avez envie, venez vous y brancher et on vous accompagnera pour y venir. Il n'y a pas d'obligation, mais nous, on est là et qui veut, vient. Exactement, tu as tout compris. Disons qu'on s'est nourri de la philosophie d'Emmaüs. Il a fallu trouver un concept qui colle à cette philosophie historique de grande autonomie, et rien ne peut passer de coercitif chez Emmaüs, c'est impossible. En même temps, chaque Emmaüs a des objets, constate sur le terrain que certains objets se valorisent mal localement, qu'ils sont obligés de le brader parce qu'il n'y a pas forcément les clients, ou que ce sont des brocanteurs qui vont acheter ces objets un petit peu rares qui sortent de l'ordinaire et qui vont faire une marge x10, alors que eux, ils pourraient le faire directement, ces Emmaüs, et puis ça financerait l'action sociale. Donc, ils voient bien que Internet représente un potentiel, et puis un potentiel pour former les personnes qu'ils accueillent. Il y a des métiers de demain, porteurs. Donc voilà, mais ils savaient pas comment s'y prendre. Et bien sûr, s'ils avaient dû créer 500 sites Internet, voilà, et puis en termes de référencement,
référencement, évidemment, sur le web, ça aurait été catastrophique. Donc, une fois qu'ils ont compris que ce concept allait, en tout cas, coller à leur réalité locale et qu'effectivement, ils seraient libres de choisir les produits qu'ils veulent vendre, mettre le prix qu'ils veulent, mettre les personnes qu'ils veulent sur cette activité, au rythme où ils veulent, voilà. Bon, ensemble, on s'est entendu sur les tarifs. C'est comme ça que ça s'est passé. Je veux dire, historiquement, je veux dire, c'est pas nous qui avons dit au national, vous allez payer ça comme commission, puis vous allez vendre ça comme produit. On s'est mis tous autour de la table. Moi, je suis arrivée avec un modèle économique sur 6 ans. D'ailleurs, je peux même raconter la réalité de la négociation du départ. Moi, mon modèle économique, si je voulais que ça se rentabilise assez vite, il fallait que ça soit 30% la commission. Voilà. Alors, quand ils ont vu ça, évidemment, ils m'ont dit, alors, Maud, tu rêves, hein. Je vais dire, va falloir que tu trouves de l'argent autrement pendant 5-6 ans pour rentabiliser, parce que nous, c'est hors de question. Voilà. Bon, on a atterri à 10% de commission. Mais ça illustre les fondamentaux de notre projet. On a créé une coopérative. Toutes les parties prenantes sont dans la gouvernance. Les structures qui vendent ont des parts du capital, les salariés ont des parts du capital, les clients, s'ils le veulent, ils peuvent prendre des parts du capital. Et aujourd'hui, on est 1365, tous ensemble, on espère être des milliers dans les années à venir. Et ça, c'est la force du départ, je pense, dans le concept. C'est de l'avoir vraiment réfléchi en collectif. Ça met peut-être un peu plus de temps pour trouver un accord, mais quand on l'a trouvé, c'est solide. Et par les temps qui courent, la résilience du collectif, c'est important. Bon, écoute, Maud, merci mille fois d'avoir présenté ton parcours, avoir présenté ce projet Label Emmaüs. On en sait un peu plus. Alors, je redécouvre pas complètement les choses, mais peut-être que pour vous, chers auditeurs, c'est quelque chose de nouveau. C'est important d'avoir planté le décor pour pouvoir parler de la suite, et vous allez comprendre pourquoi c'était important de s'attarder un peu sur le parcours de Maud et puis la genèse du projet Label Emmaüs. Maintenant, on va parler du marché. Je le disais en introduction, celui du retail et du e-commerce en général, avec un focus sur des notions qui apparaissent de plus en plus fortes, jour après jour, celle de la seconde main, de l'économie circulaire, de la consommation durable. Bon, bref, un marché est organisé souvent entre deux grandes parties, l'offre, la demande. Parfois, il y a un troisième acteur qui est le régulateur. Comment tu perçois les choses? Il y a eu des changements qui se sont opérés grâce ou à cause des confinements liés au Covid. Quel est un peu ton point de vue, je ne sais pas par où commencer, mais comment tu perçois un petit peu ces évolutions? Voilà, en 2 ans, les choses ont quand même pas mal évolué. Les 2 dernières années, elles ont été incroyablement bouleversantes, en fait, à plein de niveaux. Déjà, quand on fait du e-commerce, franchement, ces 2 dernières années, ça a été quelque chose, parce que 2020, on a forcément connu une année énorme en termes d'activité. Enfin, nous, on a fait plus 120% d'activité en 2020. Ouais. Alors, à notre échelle, forcément, on n'existait que depuis 3 ans. Donc, c'est sûr qu'en valeur absolue, c'est pas non plus des millions et des milliards de volume d'activité. Mais il faut imaginer une équipe, en fait, qui reçoit ça. Voilà. Donc, en fait, à un moment donné, ça a accéléré notre rentabilité. Donc, on a eu l'impression qu'on s'approchait d'enfin de la rentabilité, peut-être un petit peu plus vite. Donc, ça a été formidable et en même temps difficile aussi, parce que nos partenaires numéro 1, et c'est pas que des partenaires, c'est vraiment les copains, quoi. C'est de voir les Emmaüs fermés. Pendant cette période, ça a été terrible. Donc, un côté très ambivalent de se réjouir que ça fonctionne aussi bien en ligne, et en même temps vraiment désespérant pour les espaces de vente, et voire même très anxiogène. On a eu peur que beaucoup ferment à ce moment-là. Heureusement, voilà, la solidarité nationale envers Emmaüs et la solidarité interne dans ce mouvement a vraiment fonctionné. Donc, aucun Emmaüs n'a fermé. Et puis, ça s'est retourné. Et
tous ces rêves qu'on avait en 2020 finalement d'être rentable plus vite, de pouvoir du coup se développer plus vite, on a eu un coup de frein terrible. Je pense que tout e-commerçant évidemment l'a vécu, hein. J'ai vu les chiffres de la FEVAD qui sont sortis il y a pas longtemps là du troisième trimestre 2022. Hier. Hier. Bon, ça parce qu'on enregistre le 18 novembre, là, vous savez tout. Donc le 17, la FEVAD a publié les chiffres de vente du troisième trimestre, qui sont des chiffres en progrès, parce que il y a l'activité touristique qui tire vers le haut. Mais quand on regarde la vente en ligne de produits, nous c'est ce qui nous intéresse. Sur le premier semestre 2022, on est à moins, le e-commerce en général, c'est moins 15% de vente en ligne produits. Hein. Alors nous, c'est un petit peu moins, on est autour de moins 10% pour le premier semestre 2022. Mais donc il y a finalement il y a eu de façon un peu artificielle des chiffres d'hypercroissance. Tout à fait. Qui viennent finalement, dans un second temps, il y a une baisse. Mais cette baisse-là, est-ce que elle fait revenir à des niveaux antérieurs à la crise sanitaire, ou non, si finalement il y a quand même eu un gap qui a été fait, parce qu'en fait c'est ça qu'il faut regarder. Bien sûr. C'est assez normal de constater qu'il y a eu, après un énorme pic artificiel, c'était pas une croissance structurelle qui étape par étape progresse. Il y avait eu un facteur extérieur qui a justifié ça. Quand derrière ça retombe, quand on entend effectivement les chiffres dire les ventes de produits diminuent. Ouais, en fait, c'est un peu normal. C'est un peu normal, et c'est... quand on se préoccupe de l'avenir de la planète, tant mieux, j'ai envie de dire. De toute façon, on sait bien qu'il va falloir qu'on produise moins et qu'on consomme moins, quelque part. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de gestion, c'est hyper compliqué, en fait. Parce que nous, effectivement, je voyais que la FEVAD, d'ailleurs, compare 2019 à aujourd'hui. Et il dit que structurellement, le e-commerce, quand même, a bien sûr évolué. On est sur plus 30% de 2019 à 2022. Alors, j'ai fait le calcul pour nous. Quand je prends le troisième trimestre 2022 et que je le compare au troisième trimestre 2019, on fait plus 260%. Donc, mais finalement... Merci Maud de remettre l'église au centre du village. C'est-à-dire que... on en parlait avant l'enregistrement. Il faut faire attention quand les chiffres sont publiés, commentés de façon publique dans les médias. Les chiffres, on peut leur faire dire beaucoup de choses. Là, ce que tu es en train de nous dire, et merci d'avoir fait ce calcul avant d'arriver, c'est que finalement 230% de, je sais plus combien tu as dit, le chiffre est tellement énorme. 260% de croissance en 3 ans, c'est de l'hypercroissance. Ah oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et c'est ça qu'il faut regarder pour gommer les effets conjoncturels avec des éléments extérieurs. De la même façon, donc c'est ce que je disais avant qu'on enregistre, quand on entend les journalistes commenter les résultats des GAFAM, au secours, je suis moi choqué d'entendre ça, parce qu'on dit c'est la catastrophe économique pour les Google, Amazon et autres Facebook. Mais arrêtez de me faire pleurer 2 secondes. C'est qu'au lieu de faire 25 milliards de bénéfices, c'est bien de ça dont on parle, ils vont peut-être en faire 19. Oui, alors si on prend Amazon et les annonces aussi récentes, là, qui vont licencier 10 000 personnes dans le monde. Alors, on peut se dire qu'à l'échelle d'Amazon, de tous les emplois, c'est peut-être pas grand-chose. C'est quand même le plan le plus important de licenciement de leur histoire. 1,5 million d'employés dans le monde. Oui. Et donc mais fixe, sans tous les intérimaires. Les intérimaires de fin d'année. Bien sûr. Mais c'est quand même le plus grand plan de licenciement de leur histoire, alors
qu'ils ont eu des bénéfices records. Et je lisais qu'ils vont avoir une croissance anémique. Enfin, on ose employer l'adjectif anémique pour leur croissance, qui a priori va être entre 2 et 8% en 2022. Non, mais en fait, franchement, on marche sur la tête. Et qu'ont-ils fait de leurs bénéfices records il y a encore un an? Ça y est, tout est parti. Ils ont racheté des actions. Comme ils vont avoir plus que entre 2 et 8%, c'est la catastrophe. Allez vite, licencions 10 000 personnes. C'est incroyable. Non, mais t'as raison. Et alors, il y a une espèce de carambolage d'annonces, c'est qu'il y a Carrefour qui publie ses résultats et raconte son plan 2026. Mais Carrefour, ils sont à 2-3% de marge. Et on dit, Carrefour sort la tête de l'eau. Non, mais il y a Bompard, Alexandre Bompard, qui est sur tous les plateaux pour aller expliquer finalement la réussite de son plan et que Carrefour fait quelques centaines de millions d'euros de bénéfices. Tu vois, et là, il y a tous les journalistes, ça y est, Carrefour, enfin, voilà. Et t'as Amazon qui fait des milliards de bénéfices. Alors, ils vont nous raconter que c'est parce qu'il y a le cloud, que la vente... voilà. Bon, bref. En tout cas, l'inflation a bon dos pour certains. Franchement, je pense que c'était des plans de toute façon qui étaient dans les cartons et voilà, et on les sort dès qu'on peut. Et puis surtout... ça pose la question vraiment fondamentale dans la tech de la redistribution de la richesse. Bon, ça se pose dans l'économie en général, évidemment, mais moi j'ai eu quelques communications sur les distributions records de dividendes qu'il y a pu avoir ces derniers mois, en m'étonnant qu'il n'y ait pas... si c'est pas proportionnel, un minimum un geste par rapport aux salariés qui sont en train de perdre un pouvoir d'achat avec l'inflation. Il y a des personnes qui osent dire que ça n'a rien à voir. La distribution des dividendes d'un côté et ce qu'on donne comme augmentation salariale de l'autre à ceux qui œuvrent en fait, à ceux qui ont fait qu'il y ait de la croissance, et de l'autre côté la distribution d'argent à ceux qui n'ont rien fait à part mettre leur argent. Ok, c'est chouette, mais là, vraiment, ce monde est fou, en fait. Cette économie est folle. Évidemment qu'il y a un lien alors, attends, très important. Évidemment, je vous ai dit en introduction, allez chez Label Emmaüs, c'est engagé et militant. On est en train de comprendre pourquoi je disais ça, et on le comprendra encore mieux tout à l'heure. Revenons sur le marché. Le marché, donc c'est l'offre et la demande. Dans la demande, le consommateur aujourd'hui, de façon générale, comment toi tu perçois les choses? Est-ce que c'est une réalité qu'il est de plus en plus amené à consommer autrement? Est-ce que c'est vrai sur toutes les générations? Est-ce que la génération Z consomme de la même façon que les autres? Comment tu perçois cette demande, toi? Alors, elle n'a fait qu'augmenter de notre côté, très très clairement. On le voit par l'audience, évidemment, du site. Même en temps de consommation plus freinée, très clairement par le pouvoir d'achat, notre audience, elle a continué à augmenter. Chaque année, là, les 2 dernières années, on est au moins à plus 35, plus 40% d'audience. Il y a vraiment une recherche d'alternatives fortes de consommation, déjà de seconde main évidemment, et on le voit dans les temps commerciaux classiques. Là pour Noël, les fêtes de fin d'année, on voit bien que ça fait déjà un moment que nous on suit les tendances de la vente de neuf. Les gens se mettent vraiment à la seconde main pour Noël, pour des cadeaux. Pendant les soldes, par exemple, alors même qu'on ne fait pas de soldes, il y a un boom. Il y a un boom de consommation dans la seconde main. Alors, c'est un très bon signe. Je pense qu'effectivement, le consommateur commence vraiment à intégrer de la seconde main dans plusieurs univers de sa consommation. Après... Parce que la seconde main, il y a 20 ans, c'était les pauvres qui n'avaient pas les moyens de s'acheter des produits neufs. Je caricature. C'était aller chez Emmaüs, c'était la honte. Et t'avais les chineurs
qui vont aller dégoter la bonne affaire, enfin, voilà. tu vois, pas pour des raisons, qui n'y allaient pas pour des raisons économiques. Aujourd'hui, non, ça n'existe plus, je dirais. C'est-à-dire que l'acte de consommation seconde main est véritablement guidé par des choix de consommation plus durables. Oui, tout à fait. Après, je pense qu'il y a des biens de seconde main qui se sont développés beaucoup plus que d'autres. C'est sûr que, par exemple, tout ce qui va être assez cher, comme l'high-tech, reconditionné aujourd'hui, je voyais d'ailleurs dans les chiffres que les biens finalement neufs qui souffrent le plus aujourd'hui, ce sont les biens high-tech. Ouais, les ventes de PC qui s'écroulent, voilà. les tablettes et ça, également. je pense que le marché de la seconde main et du reconditionné n'y est pas pour rien. C'est aussi parce que ce sont des biens qui sont chers, donc forcément les personnes ont moins d'argent pour ça, mais je pense qu'elles se sont particulièrement tournées vers la seconde main. Après, le marché du livre d'occasion, par exemple, ça fait bien longtemps qui menace aussi le marché du neuf et de l'édition. Voilà, et petit à petit, et le vêtement, n'en parlons pas. Vinted, les chiffres sont absolument dingues. Vinted, aujourd'hui, c'est 18 millions d'abonnés en France. 18 millions. En 2016, ils étaient en faillite. C'est incroyable en fait, c'est une explosion qui... Et alors comment, justement, passons sur l'offre, on dit c'est l'offre et la demande, Vinted il est au milieu de l'offre et de la demande. Tu le soulignais à juste titre, Emmaüs fonctionne grâce à la générosité des Français. Donc des plateformes comme Vinted, est-ce que ça vient pas un peu casser le business ? Alors, c'est une inquiétude, c'est sûr, l'explosion des plateformes numériques. Nous, quand on s'est créé en 2016, ça n'existait pas, cette réalité. Nous, on s'est créé comme un contre-modèle à un Amazon à l'époque, finalement. Il y avait Le Bon Coin. Alors, évidemment, il y avait Le Bon Coin, mais qui, à l'époque, était un site de petites annonces. Ouais. Là, maintenant, bien sûr, il y a du e-commerce intégré, avec des transactions, etc. Mais ça n'existait pas quand on s'est lancé. Nous, finalement... on n'avait pas du tout l'utopie que de concurrencer Amazon. On voulait s'inscrire vraiment comme un contre-modèle, proposer une alternative de consommation. Mais c'est vrai que dans la seconde main, franchement, le champ était assez libre tout de même, en tout cas sur un côté e-commerce, avec des transactions sécurisées, de la livraison, du SAV, etc. Mais depuis 2-3 ans, c'est absolument dingue. Back Market a levé 450 millions d'euros l'année dernière. Vestiaire Collective a levé 350 millions d'euros. Ce sont aussi des investisseurs spécifiques qui vont dans ces levées de fonds. Back Market, c'est notamment Goldman Sachs. Vestiaire Collective, c'est Kering. Enfin, c'est impressionnant. En fait, tous les grands investisseurs aujourd'hui vont dans le marché de la seconde main. Et les plus grosses levées de fonds de la tech dernièrement, c'est la seconde main. Ce qui est intéressant d'ailleurs, quand tu parles de ces deux exemples, Back Market et Vestiaire Collective, ce sont deux acteurs français qui prennent une place de leader mondial là-dedans. Oui, et d'ailleurs, leur levée de fonds est évidemment principalement pour l'expansion mondiale. Bien sûr. Mais c'est tout de même un peu effrayant quand on est un acteur français de la solidarité et que effectivement le modèle est basé sur le fait que les gens donnent des produits. Et ça fait déjà plusieurs années qu'on voit la qualité des dons baisser, en particulier sur la mode. Ça, c'est sûr que on l'a observé très facilement, puisque dans les bornes de vêtements, on a vu la qualité chuter, et voilà, et le relais ça, le constate. Parce que finalement, les vêtements sont plutôt revendus sur des plateformes comme Vinted. Voilà, ça forcément, l'explosion de Vinted a joué directement sur la qualité des dons. Mais on va dire que la quantité des dons a quand même toujours été au rendez-vous. Il faut bien dire ce qu'il y a. Les produits en fin de vie, il y a encore 2-3 ans, l'ADEME disait qu'il y avait que 10% des produits en fin de vie qui étaient réutilisés, en fait. Donc on peut se dire que voilà, qu'il y a de quoi faire. Mais dernièrement, on commence à observer même la quantité des dons baisse. Là, ça commence à être super inquiétant. Il y a des communautés Emmaüs qui, pour la première fois, ont tiré la sonnette d'alarme au niveau national en disant qu'elles n'avaient plus de dons. Enfin, c'est en train de s'assécher. Il y a des produits
qu'on ne donne plus à Emmaüs. Les smartphones, les téléphones, les ordinateurs. Avant, les gens donnaient à Emmaüs ces produits-là aussi. D'ailleurs, on est en capacité de les reconditionner. On a des structures comme les ateliers du bocage qui reconditionnent, qui sont capables de proposer une garantie aussi, et qui vendent d'ailleurs sur label Emmaüs avec ces garanties. Désormais, ils achètent les produits, les parcs informatiques d'entreprises, les séries comme ça. Ils font du sourcing comme n'importe quel autre reconditionneur. Obligés. Sauf que eux, ils ont des salariés travail adapté, ils ont des salariés en insertion. En fait, eux, ils ont toujours le même projet social, mais désormais, ils sont obligés d'acheter et se battre avec une concurrence acharnée, en fait. Donc, c'est inquiétant parce que, évidemment, si on commence à avoir le même phénomène sur la mode, et puis après sur le mobilier, et puis après le jouet, etc., etc. Si tout le monde se met à vendre d'une façon ou d'une autre, parce qu'on peut aussi observer quand même dans la grande distribution, toutes les enseignes, toutes les marques se mettent à la seconde main. Et comment elles s'y mettent ? Elles proposent des bons d'achat neufs, pour acheter du neuf, contre de la seconde main qu'on leur rapporte. Oui, ils la vendent aussi, la seconde main. Oui, alors là, de nouveau, ils vont s'appuyer sur des prestataires, dont certains d'ailleurs font des grosses levées de fonds. Faume, par exemple, a fait une levée de fonds de 7 millions là, dernièrement, il me semble. Donc, un prestataire comme celui-ci, donc, il va finalement faire proposer aux marques de s'occuper de leur seconde main. Donc les consommateurs peuvent renvoyer des produits, ils sont collectés, ils sont traités, et ensuite ils sont mis en ligne sur, je sais pas, la seconde main de The Couples, etc., etc. Donc ça, c'est nouveau aussi, ces entreprises-là qui se développent dans la seconde main. Qui habillent de la même façon s'est lancé dans la seconde main et mélange quelque part dans les rayons seconde main et première main, entre guillemets, enfin vêtements neufs. Ils remettent dans le circuit. Oui, c'est pas quand ils vendent des produits d'occasion, c'est pas forcément non plus que leurs produits. Par exemple, Leclerc est en train de développer je crois plus d'une centaine de corners d'occasion. Donc là, ils vont proposer aux consommateurs de ramener des produits contre bon d'achat pour du neuf. J'insiste quand même parce que la seconde main, c'est quand même censé être un acte un peu comme de sobriété, un minimum écologique. Si c'est en fait une excuse pour racheter du neuf toujours et encore, ça pose quand même 2-3 questions. Et puis, mais ça ne suffit pas à ce que le consommateur va rapporter. Ils vont aussi acheter de la matière à des entreprises intermédiaires pour pouvoir alimenter des stands. Et là, c'est un sacré business, en fait. Et finalement, la clé dans tout ça, c'est quoi ? C'est le gisement, c'est la collecte. C'est comment aller récupérer chez les particuliers les produits de seconde main. C'est là où la guerre va être rude, mais quand même. C'est intéressant que tu soulignes ça. C'est-à-dire qu'en finalement, les intérêts des distributeurs, des marques, sont pas forcément alignés avec ceux des consommateurs. Le consommateur, il a un intérêt économique, certes. Mais là, et c'est ce qu'on commençait à dire tout à l'heure, il n'y a pas que l'intérêt économique. Il y a aussi l'idée selon laquelle un produit va durer plus longtemps parce que il va avoir moins d'impact négatif sur l'environnement, sur la planète. Ça, c'est fort. Et finalement, ce que tu es en train de décrire, c'est que cette réalité-là, elle n'est pas forcément opérationnelle du côté de la distribution. Moi, je pense qu'il y a vraiment un détournement aujourd'hui de l'acte écologique d'acheter de la seconde main par beaucoup de marques et beaucoup de plateformes numériques. Il y a des études très sérieuses qui ont été menées. Le BCG a mené une étude sur les acheteurs sur Vestiaire Collectif, par exemple. Et ils sont capables de dire que 70% des recettes réalisées par les personnes qui vendent sur Vestiaire Collectif sont réinvesties dans des produits neufs. Alors, évidemment qu'il y a la question du pouvoir d'achat, évidemment que toute personne qui a besoin d'argent, c'est pas à eux que je m'adresse en disant ça, mais je pense que quand même il y a une très grande partie des personnes qui déjà, d'une part, marchandiser de la seconde main pour continuer à acheter du neuf, et on doit tous quand même se poser des questions sur notre façon de consommer. Il faut tout de même qu'on réduise la voilure et qu'on fasse des choix éclairés de consommation. Et je pense que
ces marques, ces plateformes savent très bien faire pour aussi être dans une surconsommation de seconde main. Sur Vinted, honnêtement, aujourd'hui, c'est essentiellement de la fast fashion qui se vend et qui s'achète. Et on est dans une surconsommation de fast fashion de seconde main. Mais ça reste une surconsommation et ça reste de la fast fashion. Donc on va pas résoudre grand-chose, surtout quand on pense aux colis qui vont dans tous les sens aussi. Enfin ça pose une question. Nous par exemple, on fait quand même le choix. Sur les emballages, c'est 80% d'emballages récupérés, réutilisés. On fait pas de livraison express parce que c'est une catastrophe écologique. Super, tu fais la transition vers Label Emmaüs et je voudrais vraiment qu'on y arrive pour en parler en détail. Alors, je vais te raconter, moi, j'ai été consommateur de Label Emmaüs, j'achète pas mal de livres, donc j'achète des livres sur Label Emmaüs. C'est vrai que c'est pas rapide comme Amazon, c'est vrai que c'est pas emballé comme Amazon, mais ça arrive, et on sait que ça a été expédié. Alors, c'est parfois un peu déroutant, mais la dernière fois, j'avais dû acheter... je sais pas, une quinzaine de livres d'occasion et ça arrivait pas de 15 points différents, mais peut-être 7, 8 différents. J'ai fait livrer ça dans un point relais et il a fallu aller 3-4 fois chercher les paquets qui sont arrivés. Voilà. Donc c'est vraiment militant quand on va sur la Label Emmaüs. Mais la qualité, finalement, elle est au rendez-vous. Ah oui, alors, bon, ce qui est militant, en allant sur Label Emmaüs, c'est pas le fait d'accepter un service client au rabais. Ça, je tiens quand même à insister dessus. Ce qui est militant, c'est d'acheter de la seconde main déjà, parce que tout le monde n'y est pas. Voilà. Et 2, c'est d'acheter de la seconde main solidaire, de faire la différence entre la seconde main qu'il y a sur Label Emmaüs, mise en ligne par des personnes en insertion, dont 100% des bénéfices vont être réinvestis dans l'outil de travail, dans une coopérative, au service de la lutte contre l'exclusion. Voilà, c'est ça qui est militant. Et ça, le message, il est très clair sur les consommateurs qui viennent sur Label Emmaüs. Ils savent qu'effectivement... peut-être que ça va être un peu plus cher que d'acheter sur le Bon Coin, sur Vinted. Pas forcément. Mais pas forcément. Pas forcément. Déjà, en termes de prix, franchement, je pense que tu parles des livres. Typiquement, nos prix planchers sur le livre, c'est 2 €. Et donc, on a quand même des centaines, des milliers de livres à 2 €. C'est pas spécialement cher, surtout que on a vraiment des livres qui sont comme neufs, parce que c'est triste à dire, mais les livres, c'est une gabegie écologique hallucinante. Hachette l'a dit lui-même, ils détruisent 50% des livres fraîchement édités. 50% des livres fraîchement édités. Ça n'a même pas été vendu, ça n'a même pas été lu, voilà, donc ça c'est la base. Puis après les livres, on les lit une fois, on les donne, etc. Donc vraiment on a des livres qui sont comme neufs, à 2 €. Bon, donc on a plein de choses qui coûtent pas cher du tout. On s'adresse aussi aux gens qui veulent faire des bonnes affaires et qui en ont besoin en fait par rapport à leur pouvoir d'achat. Mais le service client, franchement, depuis 6 ans, on n'a pas bougé d'un iota en termes de taux de satisfaction. On est à 9,2 sur 10 de nos clients qui nous recommandent à leur entourage. Non mais bien sûr, et tu as raison de le souligner. Non mais j'insiste parce qu'en fait, on n'attend pas forcément Emmaüs dans le e-commerce et on attend encore moins Emmaüs sur un e-commerce performant. On livre en 3, 4, 5 jours. Enfin, c'est quand même assez rapide. On peut quand même se satisfaire de ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de recevoir nos produits en 1 ou 2 heures ? C'est n'importe quoi. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Surtout que on le sait, ça détruit la planète que de faire ça. Et ça met des livreurs dans des conditions de travail qui sont inacceptables. Donc, 3, 4, 5 jours, ok. On a un emballage récupéré. Alors oui, c'est vrai, on va commander des vêtements. Ça va peut-être arriver dans une boîte à chaussures. Ça va peut-être un peu surprendre. C'était le truc qui traînait. Mais ça arrive, c'est emballé. Il y a quand même... En fait, il y a 1/3 de nos clients qui remplissent le questionnaire de satisfaction. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, énorme. Ça montre un niveau d'engagement fort. Ouais. Et donc, sur ce tiers, 9,2 sur 10. Mais quelle marque a un NPS comme ça ?
Moi, j'attends qu'on me le dise. Hein. Ouais, et c'est révélateur d'un ensemble d'opérations correctement opérées, justement, plus que correctement, c'est-à-dire dans le haut des standards du marché, et que là-dessus, il n'y a pas une expérience client, parce que c'est souvent de ça dont on parle, qui diffère en fait de ce... Je vais dire, on est même dans de la surqualité. Même sur Notre problème, c'est la surqualité. Parce que tout ce temps qu'on passe à faire des super beaux colis, à mettre des petits mots manuscrits, je veux dire, les compagnons, ils écrivent un petit mot à la main pour remercier les clients. Je dirais à chaque fois. Tout ce temps-là, on pourrait le passer à créer des annonces. Et voilà, on a des vraies personnes qui sont au SAV. Non mais ça paraît dingue de dire ça aujourd'hui. Mais franchement, T'as pas un doute. On peut avoir quelqu'un au téléphone, quoi. Ça existe, ça, dans les autres sites e-commerce. Moi, je sais pas. Il y a rien de pire que le cauchemar SAV en e-commerce. Et alors, je le disais, en 2 ans, ça s'est beaucoup accéléré. Est-ce que tu as des indicateurs que tu peux communiquer pour montrer un peu l'accélération qu'il y a eu, à quel point c'est tangible? Là, tu nous disais 260% de croissance en 3 ans. Tu parles de chiffre d'affaires, c'est une donnée qui est publique, de volume d'affaires alors parce oui, que de volume d'activité, sans souci. Là, cette année, on va dépasser les 4 millions de volume d'activité. Donc on a encore un petit site e-commerce, mais c'est sûr qu'il y a, il y a 3 ans, c'était pas du tout ça, quoi. Hein. De toute façon, on a commencé la première année, on a peut-être fait, 500 000 euros, quoi, quelque chose comme ça. Et en fait, chaque année, on croît de au moins 50%. Aujourd'hui, combien y a-t-il de centres Emmaüs qui sont raccordés à la plateforme? Alors, des Emmaüs, il y en a une 60aine. Ouais. Mais au total, on a 175 structures de l'économie sociale et solidaire qui alimentent le site. Donc c'est important que tu le soulignes, c'est ce sur quoi je voulais t'emmener, je le précisais dans l'introduction et pour toi c'est important de le préciser, c'est qu'il n'y a pas que les centres Emmaüs qui peuvent vendre sur cette plateforme. Oui, tout à fait. Alors, ça se fait déjà quelques années qu'on est ouvert à toute l'ESS. Ça n'a pas été simple au début parce que la guerre des chapelles, c'est dans tout univers. Et de tous ensemble se mettre sous la bannière, l'étendard Emmaüs, c'est pas forcément inné comme ça. C'est pas donné, c'est pas gagné. Mais tout le monde a compris qu'on serait gagnant. Emmaüs a besoin de toute l'ESS pour défendre cette alternative. Tous ensemble, on est capable de créer un catalogue à la hauteur des enjeux et des attentes des consommateurs. Et évidemment, Emmaüs est un peu le seul nom aujourd'hui dans l'ESS qui a cette notoriété installée dans le grand public et sur laquelle on fonde nos espoirs aussi. Donc on va retrouver des structures de la Croix-Rouge, on va retrouver des ressourceries, par exemple. Le réseau national des ressourceries, c'est quasiment 150 associations en France, donc il y a une bonne trentaine déjà qui sont sur Emmaüs. On va retrouver Envie, la fédération Envie, qui reconditionne de l'électroménager, par exemple. Donc c'est assez divers finalement. Il y a des créateurs aussi qui proposent des produits à partir de matières recyclées. Donc c'est assez large. Aujourd'hui, le catalogue, c'est 2 millions de produits qui sont tous uniques. C'est un travail colossal de mise en ligne. Comment ça se passe d'ailleurs, justement, la fiche produit, parce que c'est quand même pas standardisable. Dans le sens où chaque produit est unique. Comment ça fonctionne concrètement? Ça demande, je pense, une bonne vingtaine de minutes. On n'est justement pas dans une productivité possible, à un point industriel en fait, puisque il faut trouver le produit dans le bric-à-brac qui va mériter d'être mis en ligne, parce qu'il n'y a pas d'omnicanal chez nous. On n'a pas de code barre sur les produits, on peut pas vendre en ligne et en magasin en simultané, ça serait tellement plus facile. Ouais, bien sûr. Et notre catalogue, évidemment, ça serait pas 2 millions, ça serait des dizaines et des dizaines de millions. Il y a un potentiel de dingue. Mais non, là, il faut sélectionner le produit, il faut le mettre dans un stock à part. Ensuite, il faut le photographier. La prise de vue de produit, c'est pas simple non plus. Donc les personnes sont formées. Ouais, sont formées. On a plein de photographes, bénévoles, professionnels qui viennent former les vendeurs. On a des sessions de formation. Donc après, ils utilisent un appareil numérique, ils prennent la photo du produit.
il l'importe dans quoi, l'outil d'administration de la plateforme. Voilà, on a un back-office pour les vendeurs qu'on gère nous-mêmes, qu'on fait évoluer nous-mêmes et qui est connecté avec Iceberg. Donc Iceberg, c'est notre solution en SaaS de marketplace. Et puis ensuite, on a notre propre site internet. Ça, on l'a développé nous-mêmes, on le maintient nous-mêmes et on le fait évoluer par nos propres équipes de développement. Et c'est validé comment la mise en ligne d'un nouveau produit c'est le compagnon qui décide de le valider? Comment il y a un processus? C'est amusant que tu poses cette question parce que jusqu'à présent, on a toujours eu de la modération en centrale. Donc petit à petit, on a fait évoluer ça sur une modération uniquement les premiers mois d'un vendeur. Et puis désormais, on estime qu'on est arrivé à une vraie maturité des vendeurs dans la création d'annonces et que c'est inutile et c'est même contre-productif que de tout modérer, on perd du temps. Donc aujourd'hui, ils sont vraiment complètement autonomes. En fait, ils choisissent le produit, ils le photographient, ils font la description, ils mettent le prix. Voilà, de bout en bout, cette fiche produit, elle leur appartient. Et évidemment que nous, on va leur apporter des conseils sur les tendances à suivre, les produits que les personnes recherchent dans le moteur de recherche et qu'ils ne trouvent pas. Ils ont tout un tas d'indicateurs dans leur back-office leur montrant combien de fois leur fiche produit a été cliquée. Voilà, ils peuvent aussi monitorer, eux, évidemment, comme n'importe quel e-commerçant. Mais c'est leur boutique en ligne. Ok. Et donc, Deuxième question liée finalement au sourcing, au produit, au catalogue. Tu l'as évoqué, il y a un vendeur, le terme m'échappe, il va me revenir, sur l'électroménager, un reconditionneur Envie, oui. sur l'électroménager. Quelles sont les catégories de produits ouvertes aujourd'hui? Est-ce que c'est très varié? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont venir? Comment ça fonctionne en fait? Franchement, on est sur tous les univers. Et c'est aussi une complexité parce qu'être un site généraliste, c'est pas évident. On a de la mode, on a la maison, déco, mobilier, électroménager, voilà. On a l'high-tech, reconditionné, on a des smartphones, des ordinateurs, on a des livres, on a même de la création, donc on est vraiment sur tous les univers. Alors oui, il pourrait avoir un peu plus d'univers fournis, je sais pas, par exemple le vélo, ça c'est quelque chose auquel on pense, on va vraiment aller chercher des reconditionneurs de vélos pour alimenter cette catégorie, mais globalement on est quand même un peu sur tous les univers. Ok. Et donc aujourd'hui, Label Emmaüs, l'équipe, c'est combien de personnes? 60 salariés, dont un tiers en parcours d'insertion. Donc ces personnes en parcours d'insertion, elles sont opératrices e-commerce dans nos 2 entrepôts logistiques. Donc on en a un dans le 93, un dans le 47, dans le Lot-et-Garonne. Pourquoi tu as des entrepôts logistiques? On vient de dire que les centres expédiaient eux-mêmes leurs produits, mais tu as quand même des entrepôts logistiques. Tout à fait, c'est vrai. Donc les vendeurs tiers sont complètement autonomes et expédient directement chez le client. Et dans nos 2 entrepôts logistiques, on a constitué notre propre stock de produits, et ce qui fait qu'on est vendeur parmi les 175 vendeurs. D'accord. Dans le 93 et dans le 47 d'ailleurs, on a des livres principalement. Donc on va chez les Emmaüs, les ressourceries du territoire restreint, vraiment à la région. On récupère tout ce qu'ils n'arrivent pas à vendre en magasin. Voilà. En vrac, on récupère tout ça, on le trie, on sauve un livre sur 2 de la benne de recyclage, sinon voilà, ça serait détruit. Grâce au e-commerce, on vend tout ça sur notre site, et grâce aussi à cette activité, vraiment on est même plus sur la 2e chance du produit, quoi. On est carrément sur la 3e. On a réussi à développer, là aujourd'hui il y a une bonne quinzaine de personnes en insertion sur ces activités de tri, de mise en ligne, sur le bouquin, et puis on fait aussi de la collecte en entreprise de mobilier de bureau. Tout ce qui est débarras, donc on a toute une gamme aussi de mobilier de bureau, et dans nos entrepôts on compte se diversifier et avoir aussi par exemple des invendus neufs. Donc on fait appel aussi à la générosité des marques et des enseignes. C'est bien qu'elles se mettent à la seconde main,
Ce serait encore mieux qu'elles se mettent à la seconde main, pas pour remettre du carburant dans le neuf avec les bons d'achat pour le neuf, mais bon, ça viendra peut-être, la cohérence après. Et qu'elles n'oublient pas la solidarité, elles aussi. Les Français, c'est important qui n'oublient pas qu'ils peuvent aussi donner des produits quand ils les utilisent plus. Il n'y a pas que la vente, surtout s'ils ont la possibilité de le faire. Et les marques aussi. Elles peuvent le faire. Elles sont pas obligées de vendre les fins de série à des soldeurs. Elles peuvent aussi les donner aux associations. Et en plus, il y a un reçu fiscal, évidemment. Hein. Donc, il y a quand même 60% de la valeur du neuf qui est déduit fiscalement pour les marques quand elles font ce type de dons. C'est pas inintéressant. Non. Et c'est... voilà... Il y a plein de marques qui s'engagent, qui donnent des fins de série, mais c'est pas toujours évident non plus d'avoir ce type d'engagement. C'est pour ça que je le rappelle. Et donc, nous, on est en capacité de recevoir en grande quantité ces dons. Ce qui n'est pas toujours le cas des acteurs dans l'associatif. Il faut quand même des capacités logistiques importantes. Oui, bien sûr. Et donc de le vendre sur la Belle Emmaüs. Le showroom privé, c'est un des acteurs qui nous a fait pas mal de dons d'un vendu neuf. Il y a eu une communication il y a quelques semaines qui est passée au sujet de l'implication de showroom privé avec la Belle Emmaüs. Tu peux nous en dire un peu plus comment ça fonctionne, parce que ça vient illustrer les propos que tu viens de tenir. Oui, de nouveau, c'est une rencontre. Showroom privé, ça date d'une rencontre il y a 5-6 ans avec Thierry Petit, qui est parti de Showroom désormais, mais qui en est le cofondateur. Et c'est quelqu'un qui m'a tout de suite impressionné par son engagement. Notamment, il a été à l'origine d'une école à Roubaix sur les métiers du e-commerce pour des personnes au chômage. Ça m'a beaucoup inspiré. Quand je l'ai entendu parler dans une conférence, je suis tout de suite allée le voir parce que pour moi, il détonnait dans le paysage du e-commerce. Et on a sympathisé. Il porte en lui un certain combat social aussi quand même. Je suis allée voir son école à Roubaix et on s'en est inspiré pour créer notre propre centre de formation, la Belle École. Et il est venu d'ailleurs à la Belle École. Il en a été le parrain quand la première promo s'est lancée. Voilà, on a une histoire quand même humaine déjà à la base. Et c'est vrai que j'aime bien construire mes partenariats avec les entreprises d'abord sur ce socle-là. On communiquera après, dans un deuxième temps. D'ailleurs, Showroom privé, on a communiqué dernièrement ensemble. Ça fait 5 ans finalement qu'il se passe des choses qui ne se savent pas. Et c'est comme ça que je teste l'engagement de l'entreprise aussi. C'est bien aussi que ça se sache, puisque l'exemple peut amener d'autres à suivre le mouvement. Si on a eu envie de communiquer avec Showroom privé dernièrement, c'est parce que je considère qu'ils ont fait un choix par rapport à la seconde main qui est un peu différent des choix que font les marques aujourd'hui et les enseignes. Pourquoi ? Parce que ils appellent leurs clients à leur revendre de la seconde main en échange de plusieurs choses. Il peut y avoir du bon d'achat sur Showroom. Donc là, on est toujours un petit peu dans le système incitatif par rapport au neuf, mais pas que. Il les appelle aussi à donner sur Tréma en l'occurrence, donc la plateforme numérique qu'on a créée, la Belle Emmaüs, pour proposer aux particuliers de donner des objets en ligne pour la solidarité. C'est l'aspect reverse de la Belle Emmaüs, en fait, c'est le flux dans l'autre sens. Tout à fait. Les particuliers avec Tréma peuvent donner des produits. Ces produits, alors ils font une annonce, comme ils le feraient sur Vinted ou Le Bon Coin, et ces produits, ils sont vendus au sein de la marketplace La Belle Emmaüs, aux côtés des produits des professionnels du réemploi solidaire, entre guillemets. Mais 100% des recettes vont aller sur un projet solidaire que le donateur a choisi lui-même. Alors, il peut aussi avoir un reçu fiscal, s'il le souhaite, sur le prix de vente. Il peut quand même obtenir 66% de reçu fiscal. Donc, il y a tout de même un intérêt, mais ils le demandent pas tous non plus. Et ça, voilà, Showroom privé a communiqué dessus et rappelle, tout en ouvrant le secteur de la seconde main dans son business. Et c'est normal que les marques cherchent à aussi faire évoluer leur modèle économique avec la seconde main, à quand même placer le don au cœur du discours. Et ça, j'ai eu envie de le saluer parce que franchement, toutes les marques avec lesquelles on a pu discuter, c'est la seule qui a fait ce geste-là aujourd'hui. On a même une campagne de communication qu'on a montée avec Accenture Interactive en mécénat de compétences,
qui depuis quelques mois propose aux marques de nous faire un don de visibilité. Donc, c'est assez innovant sur leurs réseaux sociaux, leur affichage, tous les espaces publicitaires qu'ils peuvent avoir, nous en donner un ou deux et en fait afficher un produit un peu iconique de leur marque en disant bon, rupture de stock, on les a plus, voilà, mais ce produit existe en seconde main solidaire sur label Emmaüs et il renvoie sur nous. C'est ça le don de visibilité qu'on leur demande. Et ben franchement, on a sorti cette campagne en juin. C'est compliqué, hein. Elle se compte sur les doigts d'une main, les quelques marques qui ont bien voulu jouer le jeu. Donc il y a du boulot quand même encore sur la prise de conscience de l'engagement qu'on doit avoir quand on fait de la seconde main. La seconde main, c'est pas n'importe quel business. La seconde main, c'est ce qui a permis à la solidarité historiquement en France de se développer. C'est des milliers de personnes qui sont accueillies chez Emmaüs. Donc on peut pas débarquer sur ce marché comme on débarquerait sur n'importe quel marché. On a un sens quand même des responsabilités sociales qui doit être intégré. Bah, merci de le préciser. Et justement, pour un peu conclure notre échange, comment vous gérez chez Label Emmaüs la relation avec vos clients ou clients potentiels? Comment vous faites de l'acquisition? Comment vous leur parlez? Comment vous les fidélisez? Il y a un aspect communautaire aussi qui doit exister puisqu'on est engagé dans ce genre de commerce. Oui, alors, bon, on utilise des choses assez basiques, je pense, voilà, les réseaux sociaux, la newsletter, tout ça. Après, le lien qu'on a un peu différent, c'est que on leur propose de devenir sociétaires aussi. Donc quand ils font un achat, on les remercie et puis on leur dit qu'on est une coopérative et qu'on est déjà des centaines à être sociétaires et qui peuvent aller encore plus loin que cet achat. Et c'est pas un don. Ils peuvent prendre une part du capital de Label Emmaüs. S'ils veulent repartir avec leur argent, ils pourront repartir quand ils voudront. Mais ça va au-delà de l'achat. Bon, ils peuvent aussi faire un petit micro-don quand ils ont leur panier pour soutenir la solidarité. Je suis un consommateur, je veux prendre une part dans la coopérative. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un minimum d'argent à débourser? C'est 20 € minimum. La part, l'action, Label Emmaüs, c'est 20 €. On en prend autant qu'on veut, évidemment. Et ça se fait en ligne. En quelques clics sur notre site, devenir sociétaire, on peut payer en ligne, on a juste à télécharger sa pièce d'identité, c'est tout. Donc on devient propriétaire d'une part, deux parts, enfin du nombre de parts qu'on veut, donc on a 20 €, on met 20 €, on a une part. Qu'est-ce que cette part nous permet de faire, de voir, de comprendre? Concrètement, on est aussi important dans la gouvernance que les salariés. Moi, un vendeur, c'est une personne, une voix. Déjà. Donc, on peut venir en assemblée générale, on peut voter à distance aussi, une fois par an, et concrètement, aux côtés des salariés de Label Emmaüs, des structures qui vendent sur Label Emmaüs, on peut voter les orientations. En fait. On a voix au chapitre. Qu'on ait une ou 10 parts. Tout à fait. C'est pas du tout proportionnel à l'argent qu'on va investir. C'est pour ça qu'on n'intéresse pas trop les business angels non plus, hein, évidemment. Et on peut avoir aussi tout de même, c'est vrai qu'il n'y a pas de dividendes, il n'y a pas de système de capitalisation chez Label Emmaüs. On va pas pouvoir faire de la spéculation avec les parts sociales du capital de Label Emmaüs, mais il y a tout de même une déduction fiscale aussi. Il y a 25% de déduction fiscale. Donc on a aussi des personnes qui investissent des grosses sommes dans le capital de Label Emmaüs. Cet argent, vous l'utilisez après pour continuer à développer l'entreprise, justement, c'est quoi les projets à venir? Grâce à ça, on a 1 million de capital. Voilà, déjà, c'est un socle très important pour nous. En ce moment, on est en levée de fonds. On veut réussir à réunir 3 millions d'euros d'ici la fin de l'année et c'est plutôt bien embarqué pour l'instant. Alors on s'adresse à ce qu'on appelle la finance solidaire parce qu'évidemment les fonds d'investissement et autres n'ont aucun intérêt pour un projet comme Label Emmaüs. Des gens comme ça. Alors c'est France Active, Inco, la Banque des Territoires, ce type d'investisseurs parce que c'est des véhicules d'investissement particuliers comme on est une coopérative. D'accord, on peut pas prendre d'action. Donc il y a
aucun business angel ou fonds d'investissement classique aujourd'hui qui va sur ce type de produit. Justement, Aucun. il est pas classique, Pierre-Edouard Stern. Il a monté un fonds du bien commun, c'est son nom, qui a vocation à investir dans des projets à impact et solidaires. Eh ben écoute, je L'appel vais... est lancé. Merci beaucoup pour cette idée. Voilà, donc ces 3 millions, ils vont nous servir à quoi, effectivement? C'est quoi l'enjeu pour projet, l'avenir? Ouais, c'est ça. Il faut qu'on réussisse à devenir un site de référence dans l'esprit des gens. C'est un projet autour de la marque. Je le disais en introduction, finalement, vous devenez une marque qui vient vivre à côté de celle d'Emmaüs. J'aime bien dire à côté, parce que label Emmaüs, c'est pas Emmaüs, c'est quelque chose qui vient promouvoir Emmaüs, et cette marque-là, elle a besoin d'être plus fortement ancrée dans la tête des consommateurs. C'est sûr, parce que tout le monde connaît Emmaüs, mais encore finalement assez peu de personnes, je pense, savent qu'Emmaüs vend en ligne, ne serait-ce que ça. Donc effectivement, il y a un enjeu de communication fort, et jusqu'à présent, on a eu 30 000 € de budget communication par an, donc franchement, on fait des miracles avec ça, et il y a beaucoup de pro bono d'agences de com, heureusement, comme Accenture que j'ai cité juste avant, mais ça suffit pas. Il nous faut de l'argent désormais pour payer aussi de la publicité digitale, l'acquisition, parce que la concurrence est sacrément acharnée. Il y a des gammes de produits que les personnes n'ont pas en tête aussi quand ils pensent à Emmaüs, et je pense aux livres en particulier, on en a parlé. C'est vrai qu'ils viennent naturellement sur notre site pour chercher de la mode ou de la déco, ça c'est très intégré, du mobilier, ils veulent surtout beaucoup de mobilier, mais le livre, c'est pas, et ça on a un potentiel énorme sur le bouquin, parce c'est quand même le catalogue le plus fourni sur notre site, et pas cher aussi. Donc on a cet enjeu-là, sur l'high-tech reconditionné aussi, parce qu'on n'attend pas Emmaüs sur cette gamme de produits, et puis la concurrence est rude aussi face à nous. Donc de la com là-dessus. Ensuite, on veut faire grossir nos capacités logistiques, les 2 entrepôts. C'est-à-dire prendre plus de mètres carrés, ou alors professionnaliser... Plus de mètres carrés, plus d'équipes, plus de produits, notamment sur des fins de série, des invendus neufs, et développer une collecte aussi en propre à nous pour assurer plus d'annonces. Il faut que ça aille plus vite. Le catalogue sur la mode et la déco notamment ne grossit pas assez vite par rapport à la demande. Notre audience, elle fait que grossir. Notre catalogue, malheureusement, sur ces gammes-là, il va pas assez vite parce que les Emmaüs, les ressourceries, ils ont leur activité aussi à eux qui est essentiellement physique. La vente en ligne, c'est quelquefois un peu le parent pauvre, et c'est comme ça. Ils ont leur temporalité à eux, mais nous, il faut qu'on ait des unités logistiques dédiées au e-commerce pour aller un peu plus vite sur le catalogue. Et puis enfin, évidemment, il faut faire du développement informatique, donc il faut qu'on recrute des développeurs. On veut faire une app pour l'année prochaine. Notre projet, c'est de fusionner Tréma et Label Emmaüs. On voudrait qu'il y ait un seul univers numérique pour donner, pour acheter. Avec toujours les 2 marques, parce que finalement, Tréma, il y en a une qui disparaît. Forcément, ce sera un seul univers, et ça sera un univers qui sera sous la bannière Emmaüs. Ouais, mais je comprends. Ça fait du sens, et c'est rationnel d'avancer comme ça. Merci 1000 fois, Maud. Je vois, ça fait 1h13 qu'on enregistre. Oh, c'est énorme. Tu crois qu'il y a encore des gens qui nous écoutent? Ouais, je suis certain qu'il y en a encore qui nous écoutent. Merci 1000 fois pour la qualité de la conversation, et d'avoir partagé avec autant de simplicité la réalité du business, avoir livré tes points de vue et tes convictions sur le marché. C'est passionnant. Merci à vous tous, auditeurs, qui êtes toujours plus nombreux, et merci pour les messages que vous envoyez. Si d'ailleurs vous avez envie de rentrer en contact avec Maud, je pense que vous pouvez le faire via LinkedIn, ça doit être le meilleur moyen de contact. Si d'aventure c'était compliqué, vous pouvez passer par moi, je me ferai votre porte-parole. Merci à Comexposium, et puis à l'événement One-to-One Retail E-Commerce Monaco pour le support apporté à l'occasion de cet épisode. Et puis Maud, je te dis bon courage, plein de chance, plein de messages positifs pour toi, pour Label Emmaüs pour la suite, et merci encore d'être venu. Merci 1000 fois.